20 janvier 1960, 20 janvier 2021, notre vaillante armée fête ses 61 ans d'indépendance ce mercredi. Dans cette édition spéciale, nous parlerons de l'historique de cette armée, suivrons les réactions des officiers et des Maliens à l'occasion du 20 janvier. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. J'ai annoncé à l'instant, 20 janvier 1960, 20 janvier 2021, notre armée fête ses 60 ans. Et à cette occasion, nous avons sur notre plateau le commissaire divisionnaire Mamoutou Togola, chef de cabinet du directeur général de la police. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors avec vous, nous allons parler des missions de la police nationale au cours de cette édition. Avec plaisir. Je le disais à l'instant, 20 janvier 1960, 20 janvier 2021, notre vaillante armée fête ses 61 ans d'indépendance ce mercredi. Alors avec Moussa Fomba, nous faisons l'historique. Le 20 janvier 1961, le président Modibo Keïta rappellera par décision politique le colonel Pinana Drabo pour jeter sous le commandement du général Soumaré les bases de la nouvelle armée du Mali. Ce jour-là, le tout nouveau commandant s'attellera avec d'autres officiers, dont son frère Keletigi Drabo, à structurer l'armée du Mali avant que le président ne demande l'évacuation des troupes coloniales 20 jours plus tard. Dans son discours du Nouvel An, le président Modibo Keïta, convaincu de la justesse du combat mené, exhortait la jeune république à l'effort et à la conscience nationale. C'est à présent que nous devons réussir ou échouer. Et je dis avec force et conviction que nous réussirons, Inch'Allah. L'armée malienne est aujourd'hui vouée exclusivement au développement socio-économique, à la sauvegarde de la paix et de la sécurité au-dedans ou au dehors de nos frontières. Des maquis tanzaniens au Congo, des ouïes algériens à la forêt centrafricaine, en passant par le Rwanda, le Libéria et la Sierra Leone, de Wiwia à Abeibara, Tinzawa à Gelok, ils ont été, ils y sont et seront toujours prêts à se battre et à mourir pour le drapeau malien. En dépit de la trahison dont elle a été objet à partir de janvier 2012 et de la profonde cure qu'elle subit depuis 3 ans, les historiens ont chanté, chantent et chanteront Djanjo pour ces hommes et femmes qui ont honoré l'uniforme malien, qui ont protégé et défendu l'intégrité territoriale du Mali. Pas seulement. Ils ont aussi, avant d'être aidés aujourd'hui fortement par leurs frères d'armes de la France et de la communauté internationale, aidés à libérer avant-hier des peuples frères sous le joug du colonialisme et de l'apartheid, aidés à imposer et maintenir la paix et la sécurité, protéger et défendre les populations civiles à travers le monde. Joyeux anniversaire à notre armée nationale. Joyeux anniversaire à notre vaillante armée. Suivons à présent quelques réactions des officiers sur le 20 janvier 2021. Ils sont au micro de Amadou Kamara. Le premier président a décidé que le Mali, comme tous les pays, le Mali a besoin d'une armée, une armée forte et une armée représentative en Afrique et dans la sous-région. Alors, à l'époque, il y avait encore l'armée française qui gérait ce pays. Donc, le premier président a décidé de créer une armée le 1er octobre 1960. Cette date n'est pas connue de tout le monde, mais ceux qui connaissaient, ceux qui étaient encore vivants, c'est eux qui nous apportent que c'est le 1er octobre 1960 que l'armée malienne a été créée par le président Modibo Keïta, le premier président du Mali. Alors, le 20 janvier, comme il a fait son investiture le 20 janvier à l'Assemblée, devant les députés, dans son discours qui renvoie les Français du Mali, de notre territoire, il a déclaré que l'armée malienne est créée ce jour parce qu'il a rappelé au colonel Pinana Drabo, qui étaient des jeunes officiers venus de la France, de l'armée française, pour construire cette jeune armée. Il y avait une dizaine d'officiers, dont Pinana Drabo, Keletigi Drabo, Boubacar Traoré, Bakari aussi, Traoré. Ils étaient tous, plus le général Soumaré. Mais ce jour-là, c'est le colonel Pinana Drabo qui commandait l'armée malienne. Et il a donné l'ordre au colonel Pinana Drabo de constituer l'armée avec les autres.
C'est comme ça que l'armée malienne a été créée. Et la date du 20 janvier a été retenue. Date de création de l'armée malienne. À partir du 20 janvier 1961, l'armée malienne a existé. Nous préférons rester discrets, garder nos données pour nous et éclairer le commandement dans ce sens. Hein, les traumatologies, la chirurgie de guerre et l'aspect psychologique. Parce qu'imagine un peu un combattant qui vient d'une zone d'opération qui a été un peu traumatisé. Alors, on voit un peu la guerre du Golfe, la guerre du Vietnam. Les Américains, quand ils sont rentrés, c'était difficile pour eux de s'adapter à la vie normale. Beaucoup sont devenus des drogués, des criminels, etc. parce qu'ils arrivaient difficilement à s'adapter. Donc, à ce moment, il faut qu'il y ait une prise en charge psychologique et psychiatrique. Donc, nous avons une unité, et nous avons des spécialistes dans ça. Nous sommes en train de construire aussi une grande unité pour pouvoir hospitaliser, vraiment faire une bonne prise en charge. Donc nous avons besoin d'améliorer nos structures par rapport à ça. Voilà en gros ce que je peux vous dire par rapport à la médecine militaire et par rapport à tous les spécialistes que nous avons, parce que vous allez voir que la plupart, beaucoup de nos spécialistes travaillent dans les hôpitaux civils. Même si vous les voyez en tenue civile là-bas, mais il y a beaucoup de militaires. Et bon, on ne va pas se balader en tenue militaire parmi les civils là-bas et puis il ne faut pas faire peur aux gens. Mais l'idée, c'est un peu ça. Donc de temps en temps, qu'on recrute les gens, qu'on fasse vraiment des formations et on est au top. Vous savez, un peu partout dans le monde entier, la médecine militaire, parce que la rigueur, je ne dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs. Mais chez nous, c'est, comme on dit, le militaire, on est un peu foufou par rapport au règlement. Mais ça nous permet au moins d'aider le pays à limiter d'abord justement les dépenses qui vont là-bas, parce que quand un malade va, ben déjà le billet d'avion aller-retour, et là-bas, bon, ils nous donnent un peu leur prix. Alors que si c'est au Mali ici, avec les trucs, parce que l'hôpital militaire appartient au Mali. On a dans nos missions des appuis à apporter au service de sécurité. La preuve, c'est qu'il nous arrive souvent de saisir des armes de guerre. Or, c'est des armes qui sont utilisées par les terroristes et autres bandits de grand chemin. Donc, par notre mission de lutte contre la fraude, par notre position au niveau des frontières, c'est évident que nous jouons aussi une mission de sécurité nationale. Nous ne pouvons pas remplacer les services destinés à ça, mais nous les appuyons chaque fois qu'on nous fait appel. Et chaque fois qu'il n'y a pas de policiers ou de gendarmes dans un coin, nous on est obligés d'assurer la sécurité. Avoir une armée nationale, ça veut dire qu'on est fier de pouvoir défendre notre nation. Ça c'est fondamental. Il n'y a pas de prix quand on défend la nation. La nation doit être défendue même au prix de sa vie. Donc ça c'est une fierté pour nous de fêter avec l'armée, et nous considérons même comme élément de l'armée. Donc nous sommes très, très, très fiers et très ravis de fêter le 60e anniversaire de notre armée. Voilà, le 20 janvier, c'est aussi une fête nationale. À cette occasion, les Maliens se sont prononcés. Suivant. Cette armée malienne qui a été créée le 20 janvier 60, c'est ça 61 exactement, doit être saluée. Doit être saluée parce que c'est une vaillante armée qui est partie du rien et a préservé l'intégrité du dirigeant national avec très peu de moyens d'abord, et ensuite, même en des temps très difficiles, ils sont toujours sous le soleil, dans le sable, en train de se battre pour ce pays-là. C'est une armée qui a fait consenti beaucoup de sacrifices, beaucoup de pertes en vie humaine, beaucoup de blessés. Alors, peut-être c'est l'occasion pour moi de m'incliner devant les disparus de cette armée-là, ces hommes et ces femmes qui ont donné tout pour ce Malien et qui ne sont plus là. Alors je m'incline devant leur mémoire et je salue leur famille aussi. Bon, vous faites bien de le dire quand on parle d'une guerre. Une guerre, ça comprend des batailles. On ne peut pas gagner toutes les batailles. Mais l'essentiel, c'est de gagner la guerre. Même s'il y a des défaites, l'essentiel, c'est d'arriver à gagner toute la guerre dans sa globalité. C'est une armée qui a été fatiguée, qui a été dépouillée. À un moment donné, ils étaient très bien équipés, mais il fut un moment où le politique
les a ramenés pas au second rang, mais au dernier rang, en leur dépossédant de tout, en les privant du matériel, de l'équipement, de la logistique, des ressources financières aussi. À un moment donné, ceux qui allaient à l'armée étaient des gens qui aimaient l'armée, qui pensaient que c'était une profession qui leur convenait. Et avec les politiques, l'armée est devenue un travail, un moyen de lutter contre le chômage. La démocratisation, c'est un peu ça. L'armée est passée par là aussi. La démocratie a ses règles. Nous sommes un peuple vraiment qui est... Le peuple malien est un peuple, chaque fois qu'il fait face à quelque chose, il veut tellement engranger des résultats, il veut tellement avancer là-dedans. Il y avait tellement de vérités démocratiques au pays, les années 91, 90, 92, que effectivement, cela aussi a ses corollaires par rapport aux différentes politiques de développement. L'armée en a peut-être pâti. Sincèrement, je ne veux pas très commenter là-dessus. Des choses se sont passées, mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'elle a été détruite, et surtout cela à dessein pour qu'elle ne soit pas forte. Parce qu'on sait que tous les Maliens, tous les dignes fils du pays, vraiment, à mon sens, veulent assurer à notre pays toute sa souveraineté et toute son indépendance sur tous les plans, une grande défense, une grande sécurité pour l'ensemble des populations. Cela est une réalité. C'est vrai que par moment, l'une des cultures qui était souhaitée, c'était une armée républicaine qui passait par d'autres situations qui ne sont pas, on n'est pas dans les mêmes contextes exactement aujourd'hui. Voilà pourquoi je ne pense pas que cela s'est passé. Peut-être des erreurs se sont passées, mais c'est le moment de les corriger et on a tiré, je crois, toutes les leçons. En tout cas, je pense que le Malien moyen, tous les Maliens aujourd'hui, les politiques surtout, ont conscience aujourd'hui qu'il nous faut une armée forte, indépendante, et une armée qui pourra assurer la sécurité et l'indépendance du pays et la défense du pays pour que les aspects de développement puissent suivre. Notre armée de 1960 à nos jours a fait du progrès. Du progrès vraiment énorme, qui nous montre qu'on a au moins une armée qui est engagée pour le patrie. Et on a une armée qui est prête à donner tout pour la stabilité de la population. C'est à nous, la population, d'accompagner notre armée dans toutes ses dimensions. Et pour qu'au moins qu'ils puissent avoir plus de courage et plus de confiance sur le théâtre d'opération. C'est normal pour la refondation avec des armements sophistiqués et avec des armements qui sont à la hauteur pour maintenir la sécurité, pour éloigner les bandits armés sur notre territoire. Le message dont j'ai à donner à notre armée, c'est d'être encore plus engagé et plus fort. Des progrès énormes, mais aussi des défis pour notre armée. Je l'annonçais à l'entame de ce journal sur ce plateau. Nous recevons le commissaire divisionnaire Mamoutou Togola, chef de cabinet du directeur général de la police nationale, avec lui sur ce plateau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, très bien. Alors, dans le cadre du 20 janvier, quelles sont, entre autres, les activités prévues par la police nationale? Je tiens à me remercier d'abord la télévision de m'avoir reçu ce soir. Avant de commencer mes propos, je souhaiterais rendre un vibrant hommage à tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur des victimes militaires, civiles et paramilitaires, qui souhaiteraient voir ce 20 janvier, mais hélas arrachés à notre affection par le Tout-Puissant. Que Dieu les accueille dans son paradis. Amen. Alors, ceci dit, le 20 janvier, pour la police, c'est aussi une fierté, parce que nous tirons nos racines le 20 janvier. Lorsque le dernier directeur français, le commissaire divisionnaire Élisée Mourette, a laissé la police le 4 octobre 1960 à M. Maman Touré, d'où la naissance de la police a connu des mutations. Et parmi ces mutations, on a connu un statut militaire. D'ailleurs, le premier directeur qui a fait 10 ans à la tête de la police est un militaire, capitaine Tchekor Bagayo, qui est cité dans les annales.
Et nous avons connu un statut militaire, un statut semi-militaire et une démilitarisation. Présentement, nous sommes un corps paramilitaire, mais nous tirons nos origines de l'armée. C'est pour cela que c'est une fierté, c'est nos frères d'armes. Il y a différents degrés, sinon nous sommes liés par un dénominateur commun qui est le RM de la République du Mali. Donc si on est au 20 janvier, c'est aussi le 20 janvier de la police. Et vous allez remarquer pour les défilés de troupes, vous allez voir la police. Ça, c'est une précision en détail. D'accord. Donc, vous n'avez pas précisément des activités, mais vous accompagnez l'armée malienne. Nous accompagnons l'armée malienne dans toutes les activités sur le théâtre des opérations, à travers les unités spéciales. Alors, quelles sont les missions assignées à cette police nationale? Merci pour la question. La police nationale, depuis l'ordonnance numéro 426 PRM du 16 septembre 2004, ratifiée par la loi 05-020 du 30 mai 2005, c'est assigné, d'abord est un service central du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, donc, qui a pour mission d'élaborer et d'assurer la mise en œuvre des éléments de la politique nationale dans le domaine du maintien de l'ordre, de la sécurité publique et de prêter son concours à l'exécution des lois et des règlements. À ce titre, elle est chargée d'assurer la protection des personnes et leurs biens, ça c'est la mission régalienne, de maintenir l'ordre, la sûreté, la sécurité, la tranquillité publique, de veiller au respect des lois et règlements par l'exécution des missions de police administrative et judiciaire, d'assurer le contrôle de la réglementation sur les armes et munitions, de contrôler les activités des services privés des jeux et de contrôler les établissements, surtout les établissements classés de jeux, beaucoup l'ignorent, d'assurer la police de l'air des frontières par l'établissement des documents de voyage, de participer à la protection des institutions de l'État et des hautes personnalités, de participer au maintien de la paix à travers le monde entier et surtout de concert avec les autres forces, la gendarmerie, l'armée, et protéger le territoire national, de participer à la collecte des informations et de participer à la mission d'information du gouvernement. Voilà, entre autres, les missions essentielles de la Direction générale de la police, dirigée par un directeur assisté d'un directeur général adjoint nommé en décret pris en Conseil des ministres dans les mêmes conditions. Voilà les grandes missions de la police. Alors, à côté de ces missions, quelles sont concrètement les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Les difficultés aujourd'hui sont liées à la réalité du moment. Au niveau de la capitale, la première difficulté est liée à l'incivisme. D'aucuns pensent que, par exemple, respecter un feu rouge, porter les casques ou bien porter les masques pour se protéger contre le coronavirus, c'est une exigence de la police, alors que c'est des questions d'intérêt général. Et ce qui fait que cet incivisme est en réalité un phénomène qui convient de combattre. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, ça c'est lié à la porosité des frontières. C'est lié aussi à la méthode utilisée par l'ennemi sur le terrain. C'était une guerre classique, mais présentement, nous assistons à une guerre asymétrique où l'ennemi change de chemise de jour comme il change de langage. Donc voilà, entre autres, certaines difficultés que nous nous attelons à nous adapter à la réalité du moment. Une autre difficulté, ça c'est l'extrémisme violent et la criminalité transnationale organisée et auquel nous faisons face. Nous adaptons nos unités, nous les formons, nous les entraînons pour les adapter à la menace du moment. Alors pour surmonter ces difficultés, quelles sont les perspectives de la police nationale? Les perspectives d'abord sont liées au maillage du territoire national. Nous avons fait de sorte que, avec le recrutement massif, nous avons déployé les éléments sur toute l'étendue du territoire national, presque. Le GMS est déployé à Gao, à Menaka, et nous tenons à les féliciter. Il y a certains qui ont eu, malheureusement, il y a eu mort d'hommes, des engins explosifs improvisés les mois passés. Ils sont déployés à Menaka, à Tombouctou, à Gao, à Mopti, à Koro-Bankas et très bientôt dans d'autres localités de la ville. Donc nous poursuivons le maillage du territoire national. L'objectif de la police aujourd'hui, c'est une commune, un commissariat de sécurité publique. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la police de proximité pour que la police soit davantage proche de sa population et servir cette population. Parce que sans cette population, nous n'existons pas.
Alors une autre question, quel est l'impact des réseaux sociaux sur vos actions sur le terrain? Une très bonne question. Les réseaux sociaux aujourd'hui, nous pourrons dire que c'est, en résumé, c'est un mal nécessaire. Autant nous avons beaucoup d'informations, autant ces informations peuvent être préjudiciables aux enquêtes. Il suffit qu'une enquête commence pour que les premiers éléments sur les présumés auteurs soient relayés sur la toile, de sorte que l'enquête ne peut plus progresser normalement. Donc ça apporte préjudice à la poursuite des enquêtes. Le dernier cas, c'est les braqueurs de l'agence BDM au 1008 logements, où le lendemain, l'un des présumés auteurs a été interpellé par la police. Mais dans les heures qui ont suivi, les informations étaient partout, de sorte que les autres étaient obligés de se cacher. Jusqu'à présent, on est en train de chercher les autres complices. Donc c'est vraiment un cri de cœur que nous lançons pour que la population aille à l'information et apporte l'information essentielle à la police, mais sans les divulguer au moment, tant que la justice n'a pas donné un verdict sur la suite. Donc c'est le message que vous avez concrètement à l'endroit des populations? Concrètement, c'est un message que nous lançons à la population, de participer surtout à la collecte des informations sous couvert d'anonymat. Sous couvert d'anonymat, à cet effet, la police a mis des numéros verts, le 80 0011 15 pour la police, le 80 0011 14 pour la gendarmerie et le 80 333 pour les cas de violence basés sur le genre. Ça, c'est des numéros qui sont à la portée de tout le monde, mais qui peuvent sauver des vies. Donc, vous donnez l'information, c'est sous couvert d'anonymat, rien, votre identité n'apparaîtra. Et à l'instant T, la police mettra tout en œuvre, ou encore la gendarmerie ou d'autres services mettront tout en œuvre pour qu'on puisse rechercher les auteurs des infractions. Donc voilà, j'ai un message, c'est davantage que la population contribue à aider sa police pour la manifestation de la vérité. Voilà. Alors nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. Quels sont vos mots de fin à l'endroit de toute la population malienne? Le mot de fin, c'est un sentiment de satisfaction. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on a connu une année 2020 marquée par la maladie à coronavirus. Nous invitons la population à respecter davantage les mesures barrières. C'est une réalité. Il faut respecter ces mesures barrières pour renverser la propagation de cette maladie. Nous pensons aujourd'hui que les mesures édictées par les plus hautes autorités, notamment l'interdiction de regroupement de plus de 50 personnes, c'est dans l'intérêt de la population. C'est dans l'intérêt de la population, lors des mariages, lors d'autres cérémonies, c'est dans l'intérêt de la population. Donc si nous respectons ces mesures, ça va nous permettre de freiner en attendant la mise en œuvre du vaccin pour notre pays. D'accord, merci d'être passé. Je rappelle que vous êtes le commissaire divisionnaire Mamoutou Togola, le chef de cabinet du directeur général de la police nationale. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci bien. La suite de cette édition d'information, une édition spéciale, je le rappelle, le guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique du Mali, a reçu le nouveau bureau du groupement des leaders spirituels musulmans de la commune rurale de Gabakoro-Droit ce samedi 16 janvier à Bangoni-Dianguinebougou, c'est en commune 1 du district de Bamako. La cérémonie a enregistré la présence des membres du bureau ainsi que de plusieurs autres personnalités. C'est un reportage de Louti Sidibé avec le commentaire de Fatoumata Kane. Présenter son tout nouveau bureau après validation, tout en donnant des explications détaillées sur le but de sa création et solliciter les bénédictions du président du bureau national, sont entre autres les raisons de cette visite. La commune rurale de Ngabakoro-Droit dans le cercle de Kati a désormais son bureau local GLSM, d'où la présence de sa délégation qui se réjouit de cette rencontre fructueuse. Le rôle de notre visite chez le guide était de venir présenter notre bureau au guide. Depuis que nous avons qu'on fait nos bureaux, nous, on n'avait pas eu la chance ou le temps de rencontrer le guide. Nous avons pris le temps aujourd'hui de venir voir le guide. Parce que si vous êtes dans une association et que vous ne vous êtes pas encore entretenu avec le président, nous avons vu que c'est des choses qui ne se passent pas dans les normes. C'est pour cela aujourd'hui nous avons en profité de venir voir le guide.
Bon, après la rencontre avec le guide, vraiment on a eu beaucoup de satisfaction. Nous-mêmes, nous avons rencontré que vraiment le temps qui a été donné était vraiment petit. On avait encore besoin de plus de temps parce que le temps qui était là était petit. Parce que nous avons vu le guide selon les mots qu'il nous a donnés et les conseils qu'il nous a donnés. Vraiment, ça nous a permis de savoir dans l'association que nous sommes actuellement, le rôle, le but et ce que nous sommes dedans vraiment est très important. L'importance de l'association, du groupement des leaders, vraiment on a été satisfait. Donc, le conseil que je peux donner aux membres du bureau et à l'humanité tout entière est que le groupement des leaders spirituels est une chose que tout le monde doit prendre part, est une chose que tout le monde doit participer, est une chose que vraiment nous devons nous réveiller, comme ce que le guide vient de dire. Vraiment, c'est des choses qui doivent nous permettre d'avoir ce que nous cherchons. Vraiment, je peux dire à tout le monde, aux membres du groupement, à la population de Moribougou ou tout entière, que tout et chacun doit prendre part dans cette association, groupement des leaders spirituels musulmans. Cette initiative a été hautement appréciée par les guides spirituels des Ansar qui ne cessent d'inviter les fidèles à l'union sacrée, une recommandation divine. À noter également que sur demande de la population de la commune rurale Ningaba-Kouroudoura, ce bureau reflète toutes les associations islamiques de la dite commune. Il est composé de 31 membres et dirigé par l'imam de Banankoro pour un mandat de 5 ans. Cantiques et bénédictions ont été les temps forts de cette rencontre. Préoccupé par la fermeture des écoles privées et Medersa occasionnée par la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus, le syndicat libre des enseignants et écoles et Medersa privées du Mali s'est rendu chez le guide spirituel des Ansar, Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara. L'objectif était de solliciter l'intervention de son éminence auprès des plus hautes autorités afin que la reprise des écoles et Medersa soit effective et envisager des mesures d'accompagnement en faveur des enseignants évoluant dans le secteur privé. C'est un reportage de Louti Sidibé avec le commentaire de Korotoum Diabaté. La pandémie à coronavirus a sérieusement affecté le monde entier. Au Mali, des mesures ont été prises par les autorités en vue de freiner la propagation de cette maladie. Une décision qui n'est pas sans conséquences. C'est dans cette optique que le syndicat libre des enseignants des écoles et Medersa privées du Mali a entrepris de se rendre auprès du guide spirituel des Ansar afin de solliciter ses bénédictions et son plaidoyer au niveau des autorités pour la réouverture des classes. Nous sommes là ce soir pour demander au grand shérif Ousmane Madani Haïdara, nous sommes venus lui rendre visite pour lui demander d'intercéder auprès des autorités afin qu'ils ouvrent les écoles et qu'ils accordent aux enseignants des écoles privées et Medersa une aide spéciale. Parce qu'aujourd'hui, les mesures d'accompagnement dont on a besoin restent encore dans les tiroirs. Donc nous voulons enfin que les enseignants des écoles privées puissent avoir droit au chapitre, qu'on nomme directement les enseignants pour enfin les accorder vraiment une aide, que ce soit financière ou une aide en nature. Aujourd'hui, les enseignants des écoles privées et Medersa ont gros besoin de ça. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus rendre visite au shérif pour lui demander d'intercéder auprès des autorités afin qu'elles puissent nous aider effectivement. Au sortir de cette visite, les membres du syndicat libre des enseignants des écoles et Medersa privées du Mali s'est dit satisfaits. Au dire de leur secrétaire général, le shérif leur a promis de mettre tout en œuvre afin que leurs doléances soient prises en compte. Vraiment, on est très heureux puisque le shérif, et il a été très ouvert avec nous, très direct. Il dit que chez lui, c'est chez tout le monde. Donc il nous a accueillis les bras ouverts, il nous a écoutés attentivement et il nous a dit effectivement qu'il fera son devoir. Tout ce qui lui revient, il le fera au nom des enseignants des écoles privées et des Medersa. Le dernier mot, c'est de remercier le shérif Ousmane Madani Haïdara pour
son esprit d'ouverture, son aide envers les indigents. Aujourd'hui, s'il y a indigents au Mali, c'est les enseignants des écoles privées et médersa aujourd'hui. Donc le fait qu'il accepte de nous recevoir et de nous écouter, ça vraiment on est très soulagé. On ne peut que le remercier et que Dieu lui donne la récompense qu'il mérite. Merci vraiment. A souligné que le guide spirituel des Ansar, non moins un président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Asseid Chérif Ousmane Madani Aïdara, a formulé des bénédictions pour le bonheur de tous. Parlons politique à présent, cérémonie solennelle de présentation de vœux de nouvel an du Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA PASJ. Un rendez-vous annuel qui mobilise militants et sympathisants du parti avec à la clé des échanges avec la presse malienne. Alhamidou Badeni. L'hymne du parti, voilà qui donne le ton à cette rencontre annuelle du Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA PASJ. Un stand de communion entre militants et sympathisants avec pour objectif la présentation des vœux de nouvel an. Le défi, c'est d'abord arriver à l'organisation correcte des congrès. Nous avons des congrès des mouvements des femmes, des mouvements des jeunes et des congrès du parti. Donc il s'agit d'arriver à une bonne organisation de ces congrès. Et l'autre défi, c'est de contribuer à la réussite de la transition. Nous nous sommes engagés à cela et nous allons le faire. Pour les prochaines élections présidentielles, l'ADEMA aura son candidat, un militant de l'ADEMA. Et l'ADEMA sera présent à tous les autres rendez-vous électoraux. Comme le veut la tradition, l'occasion était opportune pour le président du parti d'échanger avec les hommes de médias, notamment sur la vie de la nation et du parti, les défis à relever et les perspectives pour les futures échéances électorales. Échanger avec la presse sur le bilan de l'année écoulée et faire des projections sur l'année qui commence. Et donc c'est dans ce cadre que depuis quelques années, effectivement, on a institué le principe d'une rencontre entre le président du parti et la presse pour présenter les vœux et en même temps donc échanger sur la situation du pays. Actualité nationale oblige, le parti de l'abeille adopte une posture de soutien vis-à-vis de la transition et s'active d'ores et déjà pour les élections générales de 2022. Ainsi s'achève cette édition spéciale consacrée en grande partie à la fête de l'armée malienne ce 20 janvier 2021. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Chérif la télévision. Mais ne quittez pas, tout à l'heure, vous aurez Amadou Kamara pour la version en langue bambara. Bonsoir.